Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici vos infos du soir. Le développement des voies urbaines à Tanger pour fluidifier le trafic routier. Il est désormais plus rapide de traverser la perle du Détroit avec l'aménagement de trémies, des axes souterrains conçus pour absorber la circulation automobile qui prend de l'ampleur en cette période estivale. Les conséquences de la pollution sur l'environnement marocain en 2014, cela a coûté au pays pas moins de 33 milliards de dirhams. C'est ce que révèlent les conclusions d'une étude menée depuis 2000 et présentée à Rabat par la secrétaire d'État chargée du développement durable. Le décret anti-immigration partiellement applicable aux États-Unis, le texte du président Trump vient d'entrer en vigueur après des mois de bataille judiciaire. L'interdiction imposée aux ressortissants de 6 pays musulmans a été dénoncée par de nombreux manifestants. Enfin, l'humour africain à l'honneur des Marrakech du Rire. La scène du Palais Bdia a vu défiler des artistes issus de différents pays du continent. Une première pour les MDR qui a rencontré un énorme succès auprès du public de la Cité Ocre. Ambiance à la fin de cette édition. Les Marocains du monde de retour dans le royaume auront la bonne surprise de découvrir des routes moins encombrées à Tanger. La perle du Détroit est en effet l'une des principales portes d'entrée du royaume. Alors pour fluidifier le trafic automobile, plusieurs trémies viennent d'être aménagées dans le centre-ville et d'autres voies souterraines sont en cours de réalisation. Le récit de Hind Ben Abdenbi sur un reportage de Fouad Azouzi, Farid Reito et Mohamed Richi. Fluidifier la circulation, c'est l'objectif de l'ouverture de 2 nouvelles trémies dans la ville du Détroit. La première de 260 mètres de long se trouve sur le boulevard Moulay Slimane. La seconde, d'une longueur de 236 mètres, est située au niveau du boulevard des Forces armées royales. Le premier projet a été réalisé en 6 mois pour un investissement de 50 millions de dirhams. Les travaux ont eu la même durée, 6 mois pour la seconde trémie qui a nécessité un investissement de 55 millions de dirhams. Des aménagements qui portent à 5 le nombre de voies souterraines en service à Tanger. L'objectif est de permettre la mise en place de voies de pénétration efficaces vers le centre-ville. C'est très pratique, il y a beaucoup moins d'embouteillages. C'est très positif. Les tunnels ont permis de fluidifier la circulation, mais il y a encore beaucoup de bouchons en centre-ville. Cela fait 1 heure que nous attendons un taxi. Le programme Tanger Métropole, un projet intégré destiné à améliorer le cadre de vie des Tangérois et des visiteurs de la ville du Détroit. Cela fait des années que ces habitants de la région de Rachidia demandent à être reliés au réseau électrique. Une vingtaine de familles de la commune d'El Khang n'ont pourtant pas ménagé les efforts pour être entendus par les autorités compétentes, des responsables qui leur opposent le fait qu'il s'agit d'habitations illégales. Le récit d'Amina Ben Khalaq, c'est un reportage de Nzab Azizi Mouloudi Zintine. De simples lampes à gaz et des bougies pour s'éclairer. Cette situation a duré 20 ans dans ce foyer. Privée d'électricité, cette famille de la commune rurale Al Khang dénonce une situation devenue insoutenable. Depuis que nous habitons ici, nous avons fait plusieurs demandes pour accéder au réseau d'électricité. C'est tout de même un élément essentiel. Cette famille n'est pas la seule à devoir vivre sans électricité. 21 autres foyers d'Al Khang exigent un raccordement au réseau électrique depuis des décennies. Leurs demandes répétées sont restées lettres mortes. J'habite ici depuis 1999. Nous n'avons toujours pas d'électricité. La commune refuse de nous donner accès au réseau. De son côté, la commune répond que 98% du territoire de la région a accès au réseau électrique, que toutes ces familles résident dans des constructions illégales. Ces personnes n'ont pas de documents en règle. Certaines ont bâti leur maison sur des terres collectives. D'autres ont des permis de construire qui ne sont plus valables ou qui n'ont pas été renouvelés. Malgré cela, nous essayons de trouver des solutions.
En attendant l'application de ces solutions, les habitants ont pu bénéficier de l'aide de l'INDH. Ils ont également constitué une commission de suivi pour accélérer l'accès à l'électricité. 10 000 hectares seront plantés en arbres fruitiers dans la commune rurale de Beni Amert, dans la province d'Al Hoceima. L'un des projets de développement en cours de réalisation dans la région, présenté par le ministre de l'Agriculture. Aziza Khandouch s'est rendu sur place aujourd'hui pour annoncer également aux agriculteurs la mise en œuvre d'un vaste plan d'irrigation. Les détails dans ce récit d'Amina Ben Khalaq. Le reportage lui est signé Abdelhamid Mourabet et Mohamed Hajoub. Plus d'arbres fruitiers dans la commune rurale de Bni Ammar. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Aziza Khandouch, a dévoilé un vaste programme de plantation, 10 000 hectares en 4 ans, un chiffre qui s'ajoute aux réalisations du plan Maroc Vert. Nous avons planté 16 000 hectares d'arbres depuis le lancement du plan Maroc Vert. Dans le cadre du programme Manarat al-Moutaoussit, nous ciblons une superficie supérieure à 8 000 hectares, mais d'ici fin 2017, l'objectif est la plantation de 6 000 hectares. Ce programme additionnel est une bouffée d'oxygène pour les agriculteurs. Il prend en considération les spécificités de la région et prévoit donc des oliviers ou des figuiers sur ces terres inexploitées. La région de Bni Ammar a besoin de ce genre de programme car les agriculteurs ici ont toujours dit qu'il y avait beaucoup d'espace et de terrains vagues à exploiter. Nous allons répondre aux besoins des petits agriculteurs dans les zones montagneuses en proposant des plantations qui correspondent à cette région. Une région qui aura droit à un large programme d'enregistrement foncier dans 31 communes. Coût de l'opération, 500 millions de dirhams. En 2017, nous aurons des projets d'enregistrement foncier dans 9 communes. En 2018, ce sont 11 communes qui vont en bénéficier. Et enfin, en 2019, 11 autres localités seront ciblées. Autre promesse faite aux agriculteurs de la région, le projet de réhabilitation des pistes rurales qui s'étendra sur 100 km, ainsi que le programme de canaux d'irrigation sur 32 km. 33 milliards de dirhams, c'est ce qu'a coûté aux Marocains la dégradation de l'environnement en 2014. Un chiffre révélé aujourd'hui par la secrétaire d'État chargée du développement durable, Nzha Al-Wafi, présidait à Rabat les travaux d'un atelier consacré à une étude menée avec le concours de la Banque mondiale sur les effets des différentes formes de pollution. Le récit de Hini Ben Abdenbi sur un reportage d'Abdel Felmnour. Près de 33 milliards de dirhams, c'est le coût de la dégradation de l'environnement au Maroc selon le dernier rapport publié par le secrétariat d'État chargé du développement durable. Une étude qui vise à identifier les secteurs les plus touchés en appelant à une protection plus soutenue de l'environnement. On peut dire que le coût de la dégradation de l'environnement du Maroc a atteint 32,5 milliards de dirhams pour l'année 2014. C'est l'équivalent de 3,5% du produit intérieur brut. Pour sa part, la secrétaire d'État chargée du développement durable assure que le Maroc évolue sur ce dossier, une amélioration qui s'explique par l'engagement consenti par l'ensemble des acteurs. Nous avons réussi à réduire le coût de la dégradation de l'environnement de 20% entre 2000 et 2014. C'est le résultat de l'ensemble des plans nationaux tels que le programme national des déchets ménagers et le programme national d'assainissement liquide. En même temps, il faut tirer la sonnette d'alarme quant à la pollution de l'air. Malgré l'évolution du Maroc en matière de protection de l'environnement, la pollution de l'air reste donc le principal défi et pour cause, la charge des dégâts causés par les émissions de gaz à effet de serre représente à elle seule 1,62% du PIB. Environnement toujours à l'international, l'état d'urgence déclaré dans l'état américain de l'Arizona face à l'ampleur de l'incendie qui ravage la région et a contraint des centaines de personnes à quitter leurs habitations. Depuis samedi dernier, les pompiers sont à pied d'œuvre pour venir à bout des flammes qui ont déjà ravagé des dizaines de kilomètres carrés de verdure. Les États-Unis, où le décret anti-immigration de Donald Trump continue à provoquer des remous. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans le pays depuis hier, date d'entrée en vigueur du texte réinstauré partiellement par la Cour suprême à Washington après 5 mois de bataille judiciaire. Le territoire américain est désormais interdit aux ressortissants de 6 pays musulmans. Rizlan Taibi.
C'est le remue-ménage depuis près de 24 heures à l'aéroport Tom Bradley de Los Angeles. Le texte entré en vigueur, qui n'est qu'une version à minima du premier décret migratoire décidé par Donald Trump, a mis les aéroports internationaux des États-Unis sens dessus-dessous. Le dispositif interdit temporairement l'entrée au pays aux ressortissants de 6 pays musulmans, Syrie, Libye, Iran, Soudan, Somalie et Yémen, ainsi qu'aux réfugiés du monde entier. Pourquoi il nous complique les choses? J'ai le droit d'accueillir ma famille, je subviendrai à ses besoins, je travaille ici, c'est mon pays. Avec la nouvelle version, quiconque pouvant justifier d'une relation valable avec une personne ou une entité aux États-Unis n'est pas concerné par le texte. Autre cas particulier, un étudiant intégrant une université américaine ou un salarié recruté par une entreprise locale, tout comme quelqu'un venant rendre visite à un membre de sa famille proche. Mais cette dernière notion n'est pas claire. Alors des militants des droits de l'homme se sont présentés dès ce matin dans plusieurs aéroports pour apporter une aide juridique aux voyageurs. Cette mesure est discriminatoire, anticonstitutionnelle. Elle est basée sur une idéologie islamophobe qui a nourri la campagne électorale et influencé plusieurs décisions prises depuis l'installation de la nouvelle administration. La première tentative de Donald Trump pour limiter l'immigration s'était soldée par un échec le 27 janvier dernier dans la foulée de son arrivée à la Maison-Blanche. Un décret migratoire entre en vigueur interdisant l'entrée sur le territoire aux ressortissants de certains pays musulmans. 7 pays étaient alors concernés, ainsi que tous les réfugiés. Ce décret avait finalement été bloqué le 9 février après des jours de pagaille dans les aéroports américains. À l'international, toujours les jours qui sont comptés pour Daesh en Irak. Le pays est confiant sur une très prochaine victoire de ses troupes à Mossoul face aux terroristes. Soutenus par la coalition internationale dirigée par les États-Unis, les forces irakiennes avaient lancé en octobre dernier l'offensive pour reprendre la deuxième ville du pays, Mossoul, où se trouveraient encore quelques 200 à 300 combattants de Daesh, en majorité des étrangers. Retour dans le royaume avec l'installation de Mohamed Fawzi, Wali, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de Khalid Safir, Wali, directeur général des collectivités locales, et de Zineb El-Adawi, Wali, inspecteur général de l'administration territoriale. La cérémonie a été présidée aujourd'hui à Rabat par le ministre de l'Intérieur et son ministre délégué. Dans une allocution, Abdelwafi El-Ftit a fait savoir que ces nominations s'inscrivent dans le cadre des efforts continus qui visent à doter le ministère de l'Intérieur de compétences capables de relever les défis qui se présentent et à donner un nouveau souffle à la dynamique que connaît le royaume. À présent, la mobilisation de la société civile en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Plusieurs associations viennent de lancer une campagne de sensibilisation baptisée Aleshla, une manière de frapper les esprits et de mettre à mal une bonne fois pour toutes certaines idées reçues. Le récit de Rizlan Taibi sur un reportage de Rachid Hallaoui, Amin Haddou. Pourquoi pas? Tel est l'intitulé de la nouvelle campagne de sensibilisation d'un collectif associatif pour le respect de l'égalité homme-femme. Pour sensibiliser les jeunes en priorité, une série de vidéos a été conçue pour être diffusée sur les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, c'est important parce que maintenant les jeunes, il y a une interaction, une utilisation massive de la part des jeunes de ces sites, de ces réseaux sociaux et qui peuvent couvrir tout le Maroc. On a essayé d'utiliser aussi une méthode simple qui est les petites capsules qui ne dépassent pas une minute et demie pour transmettre un message vraiment très très clair et très direct et très simple. Informés du lancement de la campagne nationale, les citoyens réagissent et donnent leurs avis sur l'enjeu de l'égalité homme-femme. Il faut effectivement respecter la femme, du point de vue que notre religion aussi respecte la femme et que notre prophète a donné une grande importance à la femme. Il faut qu'il y ait justement plusieurs campagnes pour qu'on puisse justement sentir qu'il y a plus de droits, qu'il y a plus d'avantages pour la femme marocaine. La sensibilisation est nécessaire. On doit sensibiliser les gens quotidiennement peut-être. À travers les vidéos, les acteurs associatifs mettent l'accent sur les injustices qui touchent plus de 50% de la population. Héritage, mariage des mineurs, terre collective, Solaliette font partie des sujets abordés.
La disparition d'une féministe convaincue, justement, l'ancienne ministre française de la Santé Simone Veil s'est éteinte aujourd'hui, juste avant ses 90 ans. Elle avait survécu au camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, mais y perdra sa mère, un drame qui la hantera toute sa vie au cours d'une carrière qui l'amènera au Parlement européen et au Conseil constitutionnel français. Hind Ben Abdenbi. Immense figure de la politique française, Simone Veil s'est éteinte ce matin à l'âge de 89 ans. Rescapée de la Shoah, ministre, académicienne, elle est la première femme élue présidente du Parlement européen en 1979. Simone Veil s'est notamment illustrée en faisant voter en 1974 la loi qui porte son nom sur l'interruption volontaire de grossesse. Un difficile combat qui lui vaudra de violentes attaques, y compris au sein de sa famille politique, mais elle ne cédera jamais. Nommée membre du Conseil constitutionnel en 1998, elle y restera jusqu'en 2007. La disparition de sa sœur, celle de son fils en 2002 et le décès de son mari, mort brutalement en 2013, l'éloigneront progressivement de la lumière. Affaiblie ces dernières années par des difficultés respiratoires, Simone Veil est partie juste avant de fêter ses 90 ans le 13 juillet prochain. Son décès a suscité de nombreuses réactions dans la classe politique comme dans la société civile française et européenne. Simone Veil laissera donc une empreinte indélébile sur l'histoire du XXe siècle. Je vous propose maintenant de faire un détour par le site archéologique de Volubilis, près de Fès, l'un des vestiges les plus célèbres du royaume. Et désormais, les visiteurs peuvent en explorer les secrets à travers le musée aménagé sur place, une sorte de sas qui permet aux touristes de se préparer à remonter le temps pour aller à la rencontre de la civilisation romaine. Reportage Sarah Jabri, Abdelhalim Kawi. Des statues imposantes vous accueillent à l'entrée du centre d'interprétation de Volubilis, un espace de plus de 1300 mètres carrés, ouvert aux visiteurs qui y trouvent aussi des objets issus du site et des documents d'archives originaux, autant d'œuvres qui ne laissent personne de marbre. Très impressionnant, très détaillé, très précis, d'une richesse incroyable. Ouais. Pour le début, je suis au tout début de la visite. Impressionnant. Également impressionné par ce site et toutes ces découvertes qui viennent de très loin et ces recherches archéologiques qui sont entamées depuis longtemps et qui sont encore en cours et qui vont certainement mettre à jour encore de nombreuses richesses. Des mosaïques romaines parfaitement conservées sont les pièces maîtresses de ce musée interactif qui intègre des outils dynamiques d'exposition pour captiver les passionnés d'histoire et férus de patrimoine antique. Il s'agit là du premier centre d'interprétation d'un site archéologique au Maroc. Le site de Volubilis a accueilli durant ces 14 siècles d'histoire plusieurs civilisations avec des croyances, des cultures différentes. Alors cet espace, il est amené à présenter justement ces aspects aux visiteurs à travers toujours des projections audiovisuelles, à travers des textes, des cartes, des plans interactifs. À l'intérieur de la cité romaine, de riches mosaïques ornent encore les sols. Ici, la maison au cortège de Vénus à proximité du forum, la place publique qui était le centre de la vie politique, administrative et économique de Volubilis, de véritables joyaux archéologiques à découvrir ou à redécouvrir. Les Marrakech du Rire se mettent pour la première fois à l'heure africaine. Une scène a été spécialement dédiée aux artistes issus de plusieurs pays du continent. Le Gala Africa s'est emparé du Palais Bdir hier soir avec comme maître de cérémonie l'humoriste nigérien Maman. Un spectacle qui a été ponctué de numéros de musique, de danse et de théâtre. Ambiance avec Rita Saha et Hicham Chekdel. Dans ces musiques entraînantes du continent, ce premier gala africain s'est entamé dans une ambiance festive. Maman, le chef d'orchestre de la soirée, annonce tout de suite la couleur. C'est quoi cet Africain qui ne sait même pas danser? Pour cette soirée exceptionnelle, l'humoriste nigérien a sélectionné 10 artistes du continent qui ont représenté hier soir l'humour africain. On a l'habitude de dire l'Afrique comme si l'Afrique était un pays alors qu'il y a 54 pays, quoi. Donc là, c'est vraiment la richesse de l'humour de ce continent qu'on montre et on est content que ça se passe à Marrakech. On est content cette année où il y a le Maroc qui revient dans l'Union africaine, qui va bientôt entrer dans la CEDEAO. Et voilà, on est chez nous.
Ils viennent du Cameroun, du Congo, du Gabon et de Côte d'Ivoire. Tous sont des superstars dans leur pays. Des artistes qui ont fait rire aux larmes le public venu lui aussi de tout le continent. Le Congolais, quand il prend l'avion, il s'habille comme s'il allait au Conseil des ministres. C'est vraiment l'Afrique qui est mise sur un piédestal et moi je trouve ça magnifique, tu vois. Parce que ce qui manque en Afrique justement c'est la considération de l'humour en tant que métier par les populations africaines. Ça, l'art, en fait, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de couleurs, il y a... Voilà quoi, l'art, c'est l'amour, c'est le partage. Lui est considéré comme le plus ivoirien des Marocains, inspiré de sa double culture. Wallace a fait un véritable carton sur scène et a même eu droit à une standing ovation. Je suis en train de faire mon spectacle et là il y a un mec qui s'est levé et m'a dit « Wallace, tu as raison !» Moi-même j'ai vécu la même chose que tu dis. D'ailleurs, je vais vous raconter. J'ai dit « Oh !» Pour son 3e MDR, le Maroco-ivoirien était fier de jouer sur la scène mythique du Palais Badi avec ses frères du continent. Je suis très africain dans l'âme à la base. Mon combat c'est pour l'Afrique. Je prie pour le développement culturel africain. Et puis aujourd'hui que je vois que le continent se met à l'honneur, on peut qu'être content. C'est juste magnifique ce qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'au fait, les gens maintenant ils ont finalement compris que l'Afrique c'était the continent au fait. Un bel hommage à l'Afrique et au rire africain, mais surtout une très belle réussite. Ce nouveau gala issu d'un partenariat avec le Festival d'Abidjan va donc permettre aux artistes de se faire connaître à l'international et de faire fuser les rires aux 4 coins du continent, en commençant par Marrakech. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce vendredi 30 juin. Le ministre de l'Agriculture qui a multiplié les rencontres avec les exploitants de la province d'Al Hoceima pour leur présenter tous les projets de développement en cours dans le secteur. Aziz Akhnouch s'est notamment rendu à Beni Amert pour annoncer le lancement d'un programme de plantation de 10 000 hectares d'arbres fruitiers dans la région sur les 4 prochaines années. Fin de cette édition que vous pourrez voir ou revoir sur notre site d'information 2m.ma. Prochain JT à 21h15, ce sera en compagnie de Hicham Ralfaoui. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit.